Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des joueurs qui sont passés d'une situation compliquée et qui l'ont retourné à leur avantage. C'est ce qu'on nomme la rédemption et on va voir le cas différent de 5 joueurs qui l'ont fait. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. Vinicius Junior s'est révélé très tôt dans son pays d'origine à Flamengo. Les joueurs de son type, technique, dribbleur, on prend du plaisir à les regarder. Ça attire les gens à la recherche du nouveau Neymar. Le Real Madrid va recruter le nouveau Neymar de 2018, plein de promesses, où on voit en lui un avenir radieux en la personne d'un Brésilien de 18 ans, Vini JR. Sur ses 2 premières saisons, il va pas beaucoup jouer mais va montrer des qualités exceptionnelles en dribble, mais une finition abjecte à absolument améliorer s'il veut inscrire son avenir dans le club merengue. C'était un monstre en 1v1 et en élimination, mais au moment de tirer, c'était aberrant. Après, il y avait 2 motifs d'espoir. Le premier, c'est qu'il était très jeune et qu'il pouvait encore énormément progresser, et le deuxième, c'était que si on enlevait la finition, c'était déjà un joueur de fou. Il lui manquait que ça, mais pour un ailier du Real Madrid, c'était limite tout. Sur sa 3e saison, il va profiter des nouvelles nombreuses blessures de Eden Hazard, car il va bénéficier d'un rôle important de titulaire. Sur les premiers mois, il était toujours bon, mais sa finition lui faisait encore beaucoup trop défaut. Perso, j'ai l'impression que sa rédemption, dans mes souvenirs, elle a commencé le 6 mai 2021 lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool. Il va faire un excellent match en marquant notamment un doublé qui sécurise en partie le Real pour le match retour. C'est devenu avec le temps un joueur de malade qui a surpassé toutes nos attentes et qui a gommé tous ses défauts à la finition. Sur les 3 saisons qui ont suivi ce match face à Liverpool, il va marquer 70 fois et donner 52 passes décisives, des stats de fou. Il a déjà gagné 2 fois la Ligue des Champions en 2022 et 2024 en étant l'un des protagonistes principaux de la victoire finale de Madrid, et il a marqué les 2 fois en finale. D'ailleurs, en parlant de finale, il en est devenu professionnel car au Real, sur les 11 finales qu'il a joué, il a été décisif 12 fois. Cette saison encore, malgré une longue blessure, il est injouable. Il aurait mérité de gagner le Ballon d'Or il y a quelques semaines, mais il l'a pas remporté et c'est un scandale. Là, on s'attaque à un cas très particulier en la personne de Harry Maguire. Il était au sommet de son art à Leicester où il est devenu petit à petit l'un des meilleurs joueurs de première ligue à son poste, ce qui va amener un énorme transfert du défenseur anglais pour Manchester United en 2019 pour près de 90 millions d'euros. La somme investie est colossale, mais le joueur est talentueux et doit faire passer un cap à la défense des Mancuniens. Ses 2 premières saisons à United vont être vraiment excellentes. Il va confirmer son statut de grand défenseur mondial et tout va bien se passer jusqu'à l'Euro 2021. Mais à partir de la saison 2021-2022, la carrière et même la vie de Harry Maguire va prendre un tournant impensable car il va être mauvais, va faire beaucoup trop d'erreurs individuelles qui vont coûter cher à Manchester United, et là va se créer une vague de harcèlement sans précédent que je pense qu'aucun joueur de football est connu. Il va être moqué de partout, par tout le monde. Chaque moment où il apparaît publiquement, où il joue, les gens vont chercher le moment opportun pour lui causer du tort et se moquer de lui. Carrément, il va se passer des dingueries. Sa mère, totalement dépassée et attristée par la situation de son fils, va prendre la parole publiquement en disant ceci: en tant que mère, voilà, le niveau de commentaires négatifs et abusifs que mon fils reçoit de certains supporters, experts et médias est scandaleux et totalement inacceptable pour tous les horizons, d'autant plus qu'il travaille d'arrache-pied pour un club et un pays. Il va être aussi victime avec sa famille d'une alerte à la bombe pour le forcer à quitter le club. Je vais m'arrêter là sur les circonstances de ce harcèlement, mais vous savez tout ce qui s'est passé jusqu'à encore il y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, son image est salie à vie pour les gens qui regardent pas les matchs, qui s'informent pas et qui répètent juste ce que les autres disent depuis 3 ans, sans oublier le délit de sale gueule qu'il connaît. Malgré tout ça, Harry Maguire va revenir en forme en fin 2023 et va même être élu meilleur joueur du mois d'octobre, synonyme de beaucoup pour lui. Et depuis, même s'il y a encore quelques moments où ses cauchemars reviennent, c'est beaucoup mieux et faut le dire haut et fort. Faut pas être ingrat avec lui. Le pousser dans le vide quand il est au plus mal et pas le récupérer quand il est mieux. C'est très admirable le mental qu'il a après tout ce qu'il a vécu, de retrouver généralement un niveau satisfaisant. Après là, c'est très compliqué pour United depuis quelques semaines avec la fin cata de Erik ten Hag et l'arrivée super compliquée de Ruben Amorim. Mais là, c'est vraiment tout le club qui est plongé dans une crise et Maguire est loin d'être le pire. On va parler d'un cas encore différent pour celui de Antoine Griezmann, où lui, c'est pas dans le monde professionnel mais c'est avant. Quand il était jeune, Griezmann était déjà trop fort et bien en avance sur les autres techniquement et sur ses performances qui auraient dû attiser la convoitise de tous les clubs français, son pays natal, là où c'est le plus facile pour lui de signer aussi jeune. Mais la vérité, c'est qu'avec son père pendant 2 ans, vers ses 13 ans à lui, ils ont fait presque tous les centres de formation français principaux, mais aucun ne l'ont accepté. En témoigne cette déclaration faite par Anto lui-même: j'ai fait beaucoup d'essais dans des clubs français, mais personne ne me voulait parce que j'avais un petit gabarit. Ils voulaient pas me prendre. Parmi les clubs qui l'ont refusé, on peut y retrouver l'Olympique Lyonnais, Sochaux, Metz, Auxerre et même Saint-Etienne. La vérité, c'est que cet épisode, ça reflète bien la mentalité des centres de formation français que j'aime pas trop. C'est privilégier les capacités et les qualités physiques aux qualités techniques, mais pour moi, la technique, c'est le football, et le football, c'est la technique avant toute chose. Mais surtout, moi, ce que je lui ai dit, et c'est là-dessus où j'insiste beaucoup avec mes 2 fils, c'est surtout de travailler la technique tous les matins. Parce que c'est un outil énorme et c'est ce qui va te permettre de t'en sortir si tu as des moments un peu compliqués sur le terrain. Ouais. Pour moi, la base du football, c'est la technique.
Je pense d'ailleurs que tous les clubs qui l'ont refusé auparavant nourrissent quelques regrets d'être passés à côté d'un joueur comme Leandro, juste car il était pas assez physique. Carrément, à un moment, Griezmann a pensé à arrêter le foot, pour vous dire le dégoût qu'il avait. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ça se ressent le manque de technique dû aux sélections dans les centres de formation. Sur ces dernières années, il y a beaucoup moins de joueurs hors pair techniquement français qui sortent comme avant, et quand tu vois les dernières listes de l'équipe de France, t'as peur. Ces péripéties très compliquées pour Grisou lui ont pas empêché de devenir l'un des joueurs les plus marquants de sa génération, l'un des meilleurs joueurs d'abord en club à l'Atlético Madrid, club absolument emblématique où il y est l'une des plus grandes légendes de son histoire, où il y a joué plus de 400 matchs, en ayant été décisif 282 fois sans compter son apport dans le jeu exceptionnel. Il y a fait 2 finales de Ligue des Champions, malheureusement perdues les 2 fois contre le Real Madrid. Il y a remporté la Ligue Europa face à Marseille en 2018, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe d'Espagne. En sélection évidemment on le sait tous, c'est aussi une légende vivante, il y a fait l'unanimité et son départ de sélection récemment a attristé toutes les générations confondues. Il aurait été indispensable à Didier Deschamps durant toutes ces années à Clairefontaine, de l'Euro 2014 où il commençait déjà à montrer de sa superbe, à l'Euro 2016 où c'est le meilleur joueur du monde, à la Coupe du Monde 2018 où c'est pareil, jusqu'à la CDM 2022 où c'est l'un des meilleurs français qui mène jusqu'en finale en jouant au poste de milieu de terrain. Donc la carrière d'Anto, en connaissant tout ce qu'il a vécu plus jeune, elle est encore plus belle. On continue avec Kai Havertz, un cas assez spécial pour moi car il a retourné 2 fois une situation qui n'était pas à son avantage, 2 fois en Première Ligue, 2 fois à Londres, donc à Chelsea et plus récemment à Arsenal, et on va évoquer les 2 histoires différentes. Le 4 septembre 2020 est officialisé le transfert de Kai Havertz à Chelsea en Première Ligue pour la grande somme de 80 millions d'euros bonus compris. Forcément ils ont bien investi après leur interdiction de transfert de 2 ans. À ce moment-là, l'international allemand a 21 ans, il sort de 2 belles saisons en Allemagne où il s'est lourdement révélé en Bundesliga au Bayer Leverkusen. Donc au moment de franchir un cap dans sa carrière, il choisit Chelsea et on avait tous hâte. Les Blues ont commencé la saison avec Frank Lampard, avec qui Havertz va avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans ses idées et même en général au championnat. Pour beaucoup de joueurs, on sait qu'ils font un certain temps d'adaptation. Jusqu'au licenciement de Lampard, donc jusqu'au 25 janvier, il va jouer souvent sans être titulaire indiscutable, mais il va réussir presque à rien montrer. Après, je pense pas qu'il ait été aidé par les nombreux changements de système de son coach. À l'arrivée de Thomas Tuchel, il y a forcément une occasion de se rattraper et de enfin lancer son aventure avec Chelsea, mais les débuts vont être tout aussi discrets, surtout qu'il va vite se blesser seulement 2 matchs après l'arrivée de l'entraîneur allemand. Mais quand il va revenir de son pépin physique, il va vite s'intégrer dans le nouveau système instauré par Tuchel en 3-4-3 où Kai joue soit en soutien avec Mount d'un buteur, ou soit c'est le buteur positionné en faux numéro 9. Donc à ce moment-là, on a enfin retrouvé le Kai Havertz petit à petit avec un couronnement en finale de Ligue des Champions et il marque le but de la victoire face à City pour le dernier match de la saison. 2 ans après cette finale de LDC, Kai Havertz quitte Stamford Bridge pour débarquer à l'Emirates Stadium pour 75 millions d'euros. Les 6 premiers mois vont être très compliqués pour lui car il va jouer à un poste où il n'avait jamais joué auparavant, car Mikel Arteta va le positionner au milieu de terrain, mais ça va pas du tout porter ses fruits car il va être invisible à tous les matchs et va rien apporter aux Gunners, au point de se demander si Arsenal joue pas parfois à 10. Mais à partir de février 2024, Arteta va le repositionner en faux numéro 9 et là il va redevenir injouable, multipliant les bonnes performances et les buts importants. D'ailleurs, depuis un peu moins d'1 an, il a marqué 21 buts en club. Il a retrouvé un très bon niveau, il est redevenu le joueur qu'il était, capable de marquer des frappes de loin, des têtes, des buts de renard des surfaces, et il a retrouvé cette qualité et cette finesse technique vraiment bonne. Je suis trop content de la trajectoire de la carrière de Hugo Ekitike. Il s'est révélé à 19 ans en Liga à Reims dans son club formateur lors de la saison 2021-2022 où il a marqué 11 buts en prenant en compte qu'il a été blessé 2 mois. Luis Campos, qui venait d'arriver au PSG en tant que directeur sportif, cherchait des jeunes joueurs avec encore une grosse marge de progression et pour la plupart français. Hugo va donc signer pour 30 millions d'euros dans le club de la capitale, son club de cœur où il rêvait de jouer depuis petit, 1 an seulement après ses premiers matchs pro. Donc tout va très vite pour le français à ce moment-là et justement un peu trop. Mais on va y revenir immédiatement. Ekitike va clairement échouer au PSG où il va y jouer qu'une saison. Les raisons de cet échec, il y en a 3. La concurrence impossible à bouger quand t'as Neymar, Mbappé et Messi à ton poste. C'est impossible de bénéficier de beaucoup de temps de jeu, surtout quand t'es Ekitike qui a peu prouvé dans son championnat et qui est loin d'être un produit fini, et je dis ça en respectant Ekitike mais c'est juste réel. La deuxième raison de cet échec, c'est la pression. La plupart des supporters du PSG, on les connaît, ils en veulent tout de suite, même pour un joueur qui n'est pas destiné à beaucoup apporter au club à l'instant T, mais les critiques et le harcèlement injustifié sur son niveau et la personne qu'il est vont fuser, et pour un joueur c'est vraiment pas facile d'être confronté à ça, surtout que son niveau moyen qu'il avait n'était pas forcément dû à lui-même. Et la troisième raison, c'est Luis Campos qui a pris beaucoup de risques en prenant un très jeune joueur avec seulement 1 année en pro, je le rappelle, et avec en plus la concurrence qu'il y a et la pression du prix. Donc autant vous dire que le PSG ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, sans oublier qu'il n'a pas le niveau pour jouer au club et que c'est une erreur de casting. Et ça aurait pu faire la même chose avec Barcola, mais le contexte est quand même bien différent. Perso, j'en veux vraiment aux dirigeants parisiens qui l'ont écarté pendant 6 mois suite au transfert avorté, suite à son transfert
transfert avorté à Francfort, quelle gestion catastrophique comme d'hab, mais merci à lui pour son passage au PSG car malgré tous les moments difficiles qu'il a vécu, durant son année et demie au club, il est toujours resté pro, n'a jamais mal parlé du club, n'a jamais nuit à personne par des polémiques, il aura continué à travailler silencieusement. Heureusement que l'Eintracht Francfort va le libérer à la mi-saison 2024 car ils vont le recruter en prêt avec option d'achat de 16 millions d'euros. Il va finir la saison 2023-2024 en pétard en étant décisif 5 fois sur les 5 derniers matchs de championnat dont 4 buts. Suite à de belles promesses qu'il a laissées, Francfort va lever l'option d'achat et va lui faire signer un contrat de 5 ans. Depuis le début de cette nouvelle saison, son duo avec Omar Marmoush a pris un tournant et ils sont devenus incroyablement complémentaires et chacun trop fort. Omar Marmoush est déjà à 18 buts et 12 passes décisives et de son côté Hugo Ekitike a déjà marqué 11 fois et donné 6 passes D. Résultat, maintenant il coûte 40 millions d'euros sur Transfermarkt et met tout le monde d'accord et il a encore que 22 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très vite.